Je voudrais tirer ma révérence premièrement aux Ivoiriens et Ivoiriennes présents ici. Parce que ce que le peuple ivoirien est en train d'accomplir aujourd'hui pour sa libération, pour son affranchissement, aucun peuple africain ne l'a fait dans ces derniers temps. Et j'invite tous les autres pays, toutes les autres colonies françaises, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je dis colonies, toutes les autres colonies françaises à suivre cet exemple que nous donnent nos dignes frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, à suivre cet exemple et à se lever, et à ne pas attendre que nos femmes soient violées par des armées qu'envoient les gouvernants blancs en Afrique, à ne pas attendre que nos enfants soient tués, que nos pères soient massacrés sous nos yeux pour dire ça ne va pas en Afrique. Dans la quasi-totalité des colonies françaises, aujourd'hui en Afrique, ça ne va pas. Mais comme en apparence, on va dire ça va dans certains pays, alors cela a endormi plusieurs de nos frères africains. Cela fait que plusieurs de nos frères africains ne veulent pas se lever aujourd'hui. Mais le but, mes amis, de la résistance au niveau de la diaspora ici en France, c'est de faire comprendre également aux Gabonais, aux Camerounais, aux Centrafricains, aux Congolais des deux Congos, aux Tchadiens, aux Angolais, et j'en passe, que ça ne va pas dans aucun pays d'Afrique. Et que nous ne devons pas attendre qu'il y ait des morts pour se lever. C'est aussi ça le but de la résistance. Mes amis, la résistance est multiforme. Quand nous battons le pavé, c'est une forme de résistance. Mais il n'y a pas que ça. Quand nous tenons des sit-ins comme ça, c'est une forme de résistance. Mais il n'y a pas que ça. Et nous invitons aujourd'hui nos frères à se lever. Et eux aussi, quitte à faire des choses de leur côté s'ils ne veulent pas être ici, mais qu'ils fassent des choses. Parce que je vous assure que ça ne va pas. Nos pays n'ont pas d'indépendance. Il n'y a pas si longtemps, il y a des gens qui ont célébré, avec bien sûr toutes les prostituées politiques. Toutes les prostituées politiques que sont les soi-disant présidents africains sont venus ici il n'y a pas longtemps, le 14 juillet. Si je ne me trompe pas, c'était en 2010. Ils sont venus prétextant qu'ils étaient venus célébrer le cinquantenaire de l'indépendance. Mais mes amis, de quelle indépendance nous parlons? Il n'y en a pas! Mes amis, mes frères, mes soeurs, de quel cinquantenaire nous parlons? Moi, je vais vous dire, ou plutôt vous rappeler, que nous n'avons pas 50 années d'indépendance, mais que nous avons 0 année d'indépendance. Pour la simple raison que, mes amis, l'indépendance ne s'octroie pas, ça ne s'offre pas, mais ça s'arrache au prix d'une lutte. Or, il se trouve que l'indépendance qu'a initiée leur prostituée politique ici, je vais nommer le général de Gaulle, cette indépendance-là a été soi-disant offerte. Ça voudrait dire que c'était de la poudre aux yeux. Parce qu'ils ont dit, nous vous donnons une indépendance de façade, une indépendance en apparence, mais en vérité, vous, que nous nommons président en Afrique, vous êtes des fonctionnaires français. C'est-à-dire, vous travaillez pour l'intérêt de la France et non pour vos différents pays pour lesquels nous vous avons nommé président. Mes amis, c'est ce qui se passe. La politique qui est dictée au Congo, FOA, que les gens appellent le Congo-Brazzaville, la politique qui est dictée dans ce Congo vient de l'Élysée. La politique qui est dictée en Angola, au Congo-Kinshasa, qui est dictée au Tchad, au Gabon, au Cameroun, vient de l'Élysée. Ces gens-là, ces prostituées-là que sont soi-disant des présidents, sont en fait des valets, des spies, qui reçoivent des ordres droits d'ici.
chers amis, prenez un animal, prenez un lion, et essayez, un lion sauvage qui est là dans sa jungle, essayez de le domestiquer, essayez de le maintenir en captivité. Vous verrez que le lion, qui est une bête soi-disant, qui n'a aucune intelligence, vous verrez le lion se battre jusqu'à sa mort pour sa liberté. Et c'est pour ça que la résistance doit se lever. Parce que si un animal nous enseigne, ce n'est pas normal. C'est à nous, les êtres humains, d'enseigner les animaux. Si le lion, pour sa liberté, va jusqu'à sa mort, c'est tout à fait normal que nous, pour notre liberté, nous allions jusqu'à notre mort, s'il le faut. C'est tout à fait normal. Je voudrais faire une parenthèse avant de continuer mon propos. Il y a un camarade qui m'a donné une allégorie fort enseignante. Cette allégorie disait simplement qu'un jour, il y eut sur terre des lions herbivores. Et ces lions herbivores, les lions carnivores sont allés les voir. Et lorsqu'ils sont allés les voir, il leur ont dit, ce n'est pas votre nature de brouter de l'herbe. Ça, c'est les biches, les cerfs, les impalas et compagnie. Vous, le lion, vous êtes carnivores. Mais les lions herbivores ont dit non, c'est pas vrai. Nous mangerons l'herbe avec les biches, les antilopes. Ce sont les biches et les antilopes qui sont nos frères. Ce qui s'est passé, c'est que les carnivores ont laissé les herbivores prendre encore l'herbe. Et au bout d'un moment, je vous parie qu'ils sont morts. Parce que leur système digestif n'était pas fait pour ça. Pourquoi j'en parle? Simplement pour dire, excusez-moi, qu'il y a parmi nous des frères et sœurs qui ne veulent pas comprendre la nature de notre combat. Il y a parmi nous des frères et sœurs qui font les aveugles. Même un aveugle verrait que ça va mal. Alors moi je vous dis, ces gens-là, ces noirs-là, ces hommes noirs-là, faut les laisser. Faut les laisser, ce sont des lions qui se prennent pour des herbivores. Mais le jour où leur système digestif dira assez, ça suffit, là ils vont comprendre, et soit ils nous rejoindront, soit ils mourront. Le système français, le système impérialiste, le système de l'hégémonie de l'empire. Mes amis, vous remarquerez que je cite souvent le mot empire. Quand je dis empire, je parle de ces pays industrialisés qui pensent faire la pluie et le beau temps sur la planète. De ces pays industrialisés dont les gouvernants font et défendent les régimes un peu partout dans le monde. Mes amis, ce système-là prétend à chaque fois qu'il va faire des guerres ou des expéditions punitives en Afrique, à chaque fois qu'il va donner la mort à l'homme noir ou aux Arabes d'Afrique et d'ailleurs, à chaque fois qu'il va donner la mort aux Asiatiques ou aux Sud-Américains, ils disent « nous exportons la démocratie ». La démocratie! La démocratie! Donc la démo ou démocratie, comme disent mes frères et sœurs, c'est finalement pour eux synonyme de donner la mort aux autres. Exactement! Mais nous allons essayer de balayer assez rapidement, mes frères, ce qu'ils appellent réellement exporter la démocratie. C'est-à-dire prendre la démocratie qui est ici chez eux et l'emmener là où elle n'existe pas. Soi-disant. Nous allons balayer un peu cette affaire-là et voir ce qu'il en est réellement. Le 11 septembre 1973, on se trouve au Chili, en Amérique latine, ou Amérique du Sud pour ceux qui veulent. Le 11, et vous remarquerez qu'ils aiment bien cette date de 11 septembre. Hein? Le 11 septembre. Le 11 septembre 73, au Chili, il y avait depuis quelque temps un président, Salvador Allende, qui avait été élu de la manière la plus démocratique qui soit. De la manière la plus démocratique qui soit. C'était sans conteste. Les élections, les résultats n'ont jamais été contestés au Chili avant 1973. Mais mes amis, pour la simple raison que Salvador Allende n'était pas soumis à l'autorité de l'Empire. C'est l'Empire, que ce soit états-unien ou français, c'est l'Empire, ils sont ensemble. Pour la simple raison que Salvador Allende n'avait pas été soumis à l'autorité de l'Empire. L'Empire a décrété
qu'il était dictateur. C'est-à-dire, quand vous parcourez votre dictionnaire de la langue française, vous verrez que dictateur signifie ne pas être soumis à l'autorité de l'empire. Ce qui s'est passé, les États-Unis ont envoyé une armée, ont envoyé leurs éléments de la CIA, leurs éléments du FBI. Ces deux organisations, qui sont des organisations criminelles, ont envoyé leurs éléments pour aller orchestrer un coup d'État militaire, aussi spectaculaire que jamais on en a vu sur terre avant. Et ils ont massacré le 11 septembre. Ils ont donné la mort au président chilien, Salvador Allende, pour mettre à la place, le soi-disant général Pinochet. Mes amis, le rôle originaire de l'armée d'un État, hein, vous, comment on les appelle déjà là, les renseignements généraux qui êtes là, qui filmaient ceci, vous, les gendarmes en civil, les policiers en civil qui filmaient ceci, écoutez bien, c'est surtout pour votre instruction cela. Le rôle originel d'une armée, n'acclamez pas s'il vous plaît, c'est pas le moment. On acclame quand on a remporté la victoire, là on est dans le combat. Le rôle originel d'une armée, c'est de protéger son pays contre toute défense extérieure. Et il se trouve que Pinochet, qui était soi-disant général de l'armée chilienne, a fait le contraire de cela. Il a fait le contraire de sa mission. Il a dévoyé sa mission. Il a donné la mort à son peuple. Il a exterminé le palais présidentiel dans lequel se déroulait une réunion de ministres. Tous les ministres sont morts. Avec un seul qui était resté vivant, Orlando Letelier, parce qu'il avait été affecté aux États-Unis. Qui par la suite, ce Orlando Letelier, a été tué par la CIA. Merci. A été tué par la CIA. Mes amis, et suite à cet événement, les gouvernants blancs des États-Unis ont dit, ils ont installé la démocratie au Chili. Mes amis, je pense que même si on est en CP1, on peut se rendre compte, avec une évidence monumentale, que ça là, ça ne s'appelle pas démocratie. Ce n'est pas la démocratie, ça. Que ce qui s'est fait au Chili, le 11 septembre 1973, ne s'appelle pas la démocratie. Et à peu près 2 ans plus tard, le 24 mars 1976, ils ont réitéré, les États-Unis ont encore planifié un coup d'État contre l'Argentine. Contre l'Argentine, où il y avait une démocratie paisible depuis plus de 4 décennies, c'est-à-dire depuis plus de 40 ans. Et il se trouve que les régimes militaires qui ont été au Chili, déposés par les États-Unis, qui ont été en Argentine, qui ont été au Brésil, ces régimes-là ont employé des méthodes nazies. Mais mes amis, quoi de plus étonnant? Tous les nazis qui avaient fui l'Allemagne entre 1939 et 1945 s'étaient réfugiés en Amérique latine. Mais ces gens-là, alors qu'à la conférence de Nuremberg, ils avaient dit plus jamais les nazis, plus jamais de camps de concentration. Mes amis, je vous dis, il y a eu des camps de concentration qui étaient égaux à Auschwitz, à Sobibor, en Amérique latine sous ces régimes militaires. Mais que disait l'Occident par rapport à ces régimes? L'Occident disait que c'était des démocraties. Parce que la vérité, ce qui est la vérité, c'est quoi? C'est qu'aussi longtemps qu'un régime tue son peuple, massacre son peuple, affame son peuple, mais qu'il sert les intérêts de l'Empire, l'Empire dit de lui qu'il est fréquentable. L'Empire dit de ce régime qu'il est démocratique, qu'il est fréquentable, qu'il est sain, qu'il ne faut pas y toucher, il ne faut pas contester, il ne faut pas protester. Il y a eu des camps de concentration sous Pinochet au Chili. C'est ça la démocratie qu'ils disent, nous allons exporter la démocratie. Mes amis, le même empire, vous allez voir que ça a un grand lien avec ce que nous faisons en Côte d'Ivoire. Le même empire euro-états-unien, le même empire occidental, l'empire de la race des seigneurs, le même empire en Iran, ils ont massacré il n'y a pas longtemps, ils ont pendu Saddam Hussein. Mais mes amis, c'est eux qui ont fait Saddam Hussein. C'est eux qui ont fabriqué Saddam Hussein. La vérité, c'est qu'en Iran, mes amis, non, j'ai dit en Iran, et je ne me trompe pas. Laissez-moi avancer. Ce qui s'est passé en Iran, mes amis, c'est que il y avait là, tout comme au Chili à l'époque, un président qui avait été élu de la manière la plus démocratique qui soit, c'est-à-dire par les urnes. Et ce président s'appelait Mossadegh.
Et quand l'Empire a constaté que le pétrole iranien ne servait pas à ses intérêts de l'Empire, l'Empire a décrété que Mossadegh était un dictateur. Et à l'époque, pour légitimer les meurtres des présidents des autres États, il donnait le mot communiste aux gens. Parce qu'ils avaient enseigné à leurs sbires ici, à leurs citoyens ici, que le communisme c'était le diable. Donc, pour légitimer les assassinats des autres à l'étranger, ils disaient c'est un communiste, il faut le tuer. Parce que les communistes doivent être tués. Les mêmes qui à la conférence de Nuremberg ont dit que le génocide c'était de tuer des personnes à cause de leur conviction politique, les mêmes tuaient des personnes parce qu'ils étaient soi-disant communistes, c'est-à-dire parce qu'ils avaient une conviction politique qui n'était pas la leur. Vous voyez l'hypocrisie de ces gens-là? Vous voyez le mensonge de ces gens-là? Vous voyez la criminalité, le comportement génocidaire de ces gouvernants blancs-là? Ils ont fait un coup d'état contre Mossadegh en Iran. Ils ont enlevé Mossadegh et ils ont mis un pion à eux. Ils ont mis un valet à eux. Ils ont mis quelqu'un qui leur servait le café dans des bars. Ils ont dit, toi, serveur de café, viens. Nous te mettons président d'Iran. Et celui-là s'appelait le chat. Bravo, monsieur. Il ne s'appelait pas la souris, il s'appelait le chat. Ils l'ont mis président d'Iran. Mais malheureusement pour eux, le chat a perdu sa tête. Le chat est devenu fou et c'est bien fait pour lui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la révolution islamique d'Iran. La révolution islamique d'Iran a fait en sorte que le Shah et sa dictature, le Shah qui tuait les Iraniens, le Shah qui massacrait les Iraniens, le Shah qui affamait son propre peuple, a été écarté par la révolution du peuple. La même révolution qui aura plaise à Dieu en Côte d'Ivoire. Oui. Pour écarter Ouattara. Bravo. Les amis, ce qui s'est passé, quand les États-Unis ont vu ça, ils ont tremblé. Ils ont dit, c'est pas possible. Ces Iraniens, ces Perses, qui étaient des bêtes que nous avons animalisées, sont en train de redevenir des êtres humains. Il faut mater ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ils ont voulu arrêter la révolution islamique. Ils ont voulu arrêter la révolution islamique qu'avait impulsé l'ayatollah. Ils ont dit, il faut arrêter ça. Mais malheureusement pour eux, le peuple d'Iran à ce moment-là était comme le peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Un peuple éveillé, un peuple conscientisé, un peuple digne. Et le peuple a tenu en Iran. Et ce qui s'est passé, c'est alors, et vous comprendrez le lien mon frère, avec l'Irak, c'est alors qu'ils se sont dit, nous devons éviter d'emmener clairement notre armée avec nos GI, avec nos tenues militaires en Iran. Parce que ce sera trop flagrant. Mais alors, nous allons susciter un arabe comme eux, pour pas que les gens sachent que c'est nous les gouvernants blancs. On va demander à cet arabe que nous allons susciter. Et il se trouve ici qu'il s'appelle Saddam Hussein. Ils ont dit à Saddam Hussein, alors président d'Irak, ils ont dit, nous allons te armer, pour pas dire t'armer, hein, pour que tout le monde comprenne, nous allons te armer, nous allons te financer, nous allons te donner tout ce dont tu as besoin, toi Saddam Hussein, pour aller tuer l'ayatollah, pour aller tuer la révolution d'Iran. Et c'est pour ça, mes amis, qu'il y a eu la guerre qu'on a appelée Iran-Irak. Cette guerre était commanditée directement par la cellule de la Maison Blanche et par l'Empire. Quand je dis la Maison Blanche, ce n'est pas les USA seulement. C'est tous les gouvernants blancs qui sont associés ensemble. La France. Et donc, Saddam Hussein qui a pris les armes qu'on lui avait donné, l'argent qu'on lui avait donné, est allé mener cette guerre contre l'Iran. Et il se trouve que Saddam Hussein n'a pas vaincu. Sauf qu'à un moment donné, Saddam Hussein a commencé à se sentir pousser des ailes. Et comme c'est le cas pour les pions de la France-Afrique, et comme c'est le cas pour les pions de l'Empire, Saddam Hussein a commencé à se rebeller contre ses maîtres esclavagistes, contre ses maîtres à penser. Il a commencé à leur dire, mais non, je suis moi aussi un être humain quand même. Vous n'allez pas m'écraser à toujours ou à jamais. Il faut un moment que je me libère de votre botte. Et dès qu'il a commencé à penser comme ça, l'Empire, mes amis, n'aime pas ça. L'Empire a dit, tu dois nous être soumis pour l'éternité. Si tu te rebelles, nous allons nous-mêmes nous occuper de toi. Et c'est pour ça qu'il y a eu des conseillers parmi les gouvernants blancs qui sont allés voir Saddam Hussein pour lui dire, bon, nous sommes avec toi, nous ne t'abandonnons pas. Mais une chose, tu dois aller attaquer le Koweït. Tu dois aller attaquer le Koweït parce que c'est pas normal qu'on ait divisé l'Irak en deux, qu'on ait pris une petite portion de l'Irak et qu'on l'ait appelé Koweït. Donc toi, tu dois te venger pour ta dignité. C'était pour l'induire en erreur. C'était pour l'emmener à faire une faute. Et il savait ce qu'ils faisaient, ces gouvernants-là qui le conseillaient. Alors Saddam Hussein est allé attaquer le Koweït. Voyez-vous, mes amis,
Vous devez comprendre l'historique, c'est très important ce que je dis. Et nous arriverons après sur le cas de la Côte d'Ivoire, vous comprendrez mieux ce qui se passe. Ils sont allés, donc Saddam Hussein est allé attaquer le Koweït. Et lorsqu'il a attaqué le Koweït, ça y est, le gouvernement américain dit opération tempête du désert. Voici, il va attaquer, alors que c'est eux qui lui avaient demandé de faire ça. Et ils ont dit, ah non, 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 c'est pas nous. Et comme il fait ça, c'est un assassin, nous devons aller défendre les Koweïtiens. Et c'est ainsi qu'il y a eu en 91 la guerre du Koweït et il y a eu l'opération tempête du désert. Cette opération où les États-Unis ont échoué brillamment, comme ils avaient échoué des décennies avant au Vietnam. Ils ont échoué. Ils ne gagnent que contre des armées noires, ces gens-là. Ils ont échoué brillamment. Et ce que le père a échoué, le fils est venu l'accomplir. En disant, il y a des armes de destruction massive en Irak. Et en mettant un homme noir pour légitimer ça, avec une sorte de connerie transparente pour dire, voyez la preuve, voyez la poudre blanche là. C'est la preuve qu'il y a des armes de destruction massive en Irak qu'il faut aller attaquer. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est un mensonge. Mais les médias ne se sont pas repentis d'avoir dit ce mensonge. Ces médias corrompus, ces médias aux ordres, ne se sont jamais repentis d'avoir dit ce mensonge. Et au contraire, ils poursuivent dans le mensonge jusqu'à aujourd'hui. Ils poursuivent dans le mensonge jusqu'à aujourd'hui. Ce même mensonge qui les a amenés à dire que le président Koudou Babo était un dictateur, était un tyran, était un criminel. C'est ce même mensonge des médias corrompus. C'est ce même mensonge des médias, de l'oppression et de l'assujettissement des peuples dits inférieurs, comme les Noirs, les Arabes et compagnie, j'en passe. Mes amis, c'est ça le problème aujourd'hui et c'est ça qui est la vérité. Nous sommes dans une guerre. L'homme noir est dans une guerre qu'il n'a pas déclarée, mais une guerre qui lui a été déclarée par l'Empire. Et notre tenue de combat, c'est notre couleur. C'est notre couleur, mes amis. Nous sommes dans une guerre que l'Empire nous a déclarée. Parce que l'Empire a besoin de nos ressources. L'Empire a besoin de nos matières premières, etc., de nos ressources naturelles. L'Europe qui est riche, mes amis, dites-moi. Quelle richesse naturelle il y a ici en Europe? Quelle richesse naturelle, dites-moi, il y a ici en Europe? Hein? Mais sur quelle base l'Europe s'est enrichie? N'est-ce pas sur les ressources de l'Afrique? Mais l'Afrique qui possède ces ressources, mes amis, est pauvre. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Les mêmes Européens nous disent, les Africains sont des feignants. Les Africains, leur pays ne vont pas bien. Parce que c'est des couillons. Parce que c'est des idiots, les Africains. C'est ce qu'ils nous disent. Mais quand on a un président qui est intelligent, quand on a un président comme Thomas Sankara qui se lève, Thomas Sankara qui a pour slogan principal, qui a pour, c'est pas un slogan d'ailleurs, c'est un postulat, qui a pour postulat, la patrie ou la mort nous vaincrons. Mais que font l'Empire? Que fait l'Empire à ce moment-là? Que font les gouvernants blancs? Et qui disent qu'on est idiots. Pour une fois, nous les idiots, nous avons un président intelligent. Mais qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils ne trouvent rien d'autre que de lui donner la mort. Avec celui qu'ils appellent Tonton. Tonton a mené son plan. Vous savez qui c'est Tonton, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de le nommer. Tonton a mené son plan avec à l'appui Oufoué. Hein? Ce même Oufoué dont ils ont fait un prix récemment à l'UNESCO pour dire le prix Oufoué-Boigny. Et c'est Oufoué qui a été l'un des plus grands traîtres de ce continent. L'une des plus grandes prostituées de ce continent. On déplaise à qui veut ici. Parce qu'il faut dire la vérité, mes amis. C'est la vérité qui nous libérera. C'est la vérité qui nous affranchira. Hein? Nous devons arrêter de nous donner des icônes pour dire il est intouchable. Il ne faut pas parler de lui en main. C'est quoi? Hein? Oufoué a été ministre ici, dans le gouvernement français ici. Oufoué a été ministre du gouvernement français. Mais il a donné la mort aux étudiants qui se sont levés pour la libération de l'Afrique, pour la dignité de l'Afrique. Il a donné la mort via Compaoré. Au très digne fils d'Afrique, Thomas Sankara. Ce Compaoré qui se promène partout. Ce Compaoré qui a pignon sur rue. Ce criminel. Le même criminel Compaoré qui aujourd'hui a mis Babo dans l'état où il est. Mais c'est ça qui est la vérité. C'est comme ça que l'Empire se comporte. Quand il y a Lumumba qui se lève, Lumumba qui dit vous ne pouvez pas continuer à nous spolier, à nous piller et en même temps à nous tuer avec. Qu'est-ce qu'ils font l'Empire?
nouvel empire. Mes amis, l'ONU, 3 jours, seulement 3 jours, après l'investiture de Lumumba, le digne fils d'Afrique, qui pour moi était le président de ce pays-là, quoique étant premier ministre pour quelques-uns, 3 jours seulement après l'investiture de Lumumba, l'ONU a monté un gouvernement parallèle au Congo-Kinshasa. Un gouvernement parallèle pour renverser Lumumba. Seulement 3 jours après son investiture. Comme seulement 1 an après l'investiture du président Koudou Babo, ils ont monté une rébellion. Ils ont monté une rébellion au nord pour diviser, pour ethniciser, pour balkaniser la Côte d'Ivoire. Et pour dire à la Côte d'Ivoire que vous devez être des tribalistes, vous devez être des ethnicistes, vous devez vous liguer contre ceux du nord. Et ceux du nord doivent se liguer contre ceux du sud et ceux de l'ouest. Mais il n'y a pas cet esprit-là en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est le laboratoire aujourd'hui de la libération de l'Afrique. Et quand on est un laboratoire de la libération de l'Afrique, on n'a pas de considération ethniciste. Et ils ont échoué brillamment dans ce sens-là. Et à force d'avoir échoué dans le sens de dire les nordistes, les sudistes, les ouestistes, je ne sais pas comment il faut les appeler, c'est de l'ouest, ils ont fini par adopter un langage pour dire les ouattaristes et les bagoïstes. C'était la démonstration éloquente de leur échec. Mes amis, le temps aujourd'hui doit être clair. Les colonies africaines ont le même problème aujourd'hui. Et ce problème doit être posé clairement. Et des pistes de solutions doivent être proposées clairement. Notre problème est bicéphale. Notre problème est à 2 têtes. D'un côté, c'est le bourreau. D'un côté, c'est le tyran. C'est le gouvernant blanc. Je n'ai pas dit les citoyens blancs. Hein? L'amalgame est fait très vite. On passe en pichenette et on fait l'amalgame. J'ai dit les gouvernants. Ça, c'est pour les aliénés qui me feraient un procès. D'un côté, les gouvernants blancs, très clairement, qui sont contre notre révolution, qui sont contre notre émancipation, qui sont contre notre autodétermination et qui sont contre notre droit à disposer de nous-mêmes, qui sont contre le fait que nous soyons dans la démocratie véritable. Et nous-mêmes dans leur démocratie à eux, qui veut dire dictature, qui veut dire assassinat massif, qui veut dire viol collectif comme stratégie de guerre. Donc il y a d'un côté ces gens-là, il faut les identifier clairement, avec leur pion, hein? Ouattara, comment vous l'appelez là au Cameroun, Biya, Bozizé, Déby, Hippolyte Kalembe alias Kabila, hein? Ouad, Ben Ali le prince du Gabon, hein? Qui d'autre? Citez-en s'il vous plaît, qui d'autre? Sassou Denis Nguesso, hein? Sassou Denis Nguesso qui a 118 comptes bancaires en France, hein? 118 comptes bancaires, mais son pays est le pays ayant le PIB le plus bas d'Afrique, hein? Mais entre-temps, il a un parc immobilier, hein? Ouattara, et qui encore? Et Adema, et qui encore? Fania Simé, Ali Bongo, le prince du Gabon, qui encore? Bon, vous comprenez? Donc d'un côté, Compaoré, mais nous avons déjà parlé de ce criminel et de cette prostituée. Donc il y a d'un côté les gouvernants blancs et leurs sbires en Afrique, n'est-ce pas? Ça c'est un côté de la chose, c'est une tête de notre problème à nous Africains aujourd'hui. Et il y a de l'autre côté l'aliénation de l'homme noir. L'aliénation de l'homme noir. C'est pourquoi, comme disait un camarade, il faut une mélanothérapie. Il faut une thérapie pour l'homme noir qui est aliéné, qui a été chosifié, qui a été animalisé, qui accepte de vivre l'inacceptable, qui accepte de vivre l'intolérable. Je dis toujours, faites vivre au peuple blanc ce qu'on fait vivre au peuple noir. Vous verrez, commencez, attendez, écoutez bien et comprenez ce que je dis. Commencez à leur faire vivre à 5 h du matin seulement 1/5 de ce que vit le peuple noir en Afrique. Commencez à leur faire vivre ça à 5 h du matin aujourd'hui. Vous verrez qu'avant 14 h, il y aura une révolution dans la rue. Il y aura une révolution dans la rue. Parce que le peuple blanc, comme le disait Ernest Renan était un apologiste raciste, un apologiste racialiste, qui disait
Mais il n'empêche, il y avait une partie de vérité dans ce qu'il disait. Parce que ces gens-là nous ont animalisés. Ernest Renan disait, la nature a bien fait les choses. La nature a fait une race inférieure, une race d'esclaves. Ceux-là sont faits pour exécuter aux ordres. Ceux-là sont faits pour consommer. Ceux-là ne sont pas faits pour produire. Ils ne sont pas faits pour commander. Et c'est la race noire. Eux qui parlaient en termes de race. Il dit, elle a bien fait les choses. Elle a fait une race d'ouvrières. Ce sont les Chinois, les Asiatiques. Et il disait, elle a fait une race des seigneurs. C'est la race blanche. Faites vivre à la race blanche. C'est pas moi, hein, je cite Ernest Renan. Il dit, faites vivre à la race blanche. Ce qu'on fait vivre à la race noire, vous verrez qu'ils prendront les armes, ils se lèveront, parce qu'eux ne sont pas faits pour les basses besognes. Et il avait raison. Nous lui donnons raison aujourd'hui, malheureusement. Malheureusement, nous lui donnons raison. On nous fait vivre des choses inacceptables. On viole nos femmes au Congo-Kinshasa. On viole les bébés par les militaires de l'armée de l'ONU. On viole les bébés, mes amis, je vous le dis. On viole les bébés. Aujourd'hui, je vous parle. Mais nous l'acceptons. Nous n'en parlons même pas autour de nous. Nous ne marchons même pas contre ça. Nous ne nous rebellons même pas contre ça. On montre la première dame de la Côte d'Ivoire, qui a été humiliée dans son intimité, à qui on a arraché une partie des cheveux. On montre ça à la télé. Prenez Carla Sarkozy, arrachez-lui une partie de ses cheveux, montrez-lui une partie de ses cuisses à la télé, vous verrez ce qui va vous arriver. Mais faites ça à une présidente noire, il ne vous arrivera rien, mes amis. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et c'est triste. C'est triste. Le problème, en partie, ne se résout pas à cause de l'homme noir lui-même. Le problème qu'il y avait dans les camps de concentration ou dans les camps de coton, de canne à sucre, c'est pourquoi l'esclavagisme a duré autant. C'est parce que dans un champ d'esclaves, alors qu'il y avait 100 noirs, dans un champ de coton, dans un champ de canne à sucre, que ce soit aux États-Unis ou aux Antilles, alors qu'il y avait ces choses-là, on leur mettait un seul contremaître blanc. Mais ce seul contremaître blanc arrivait lui tout seul à se faire obéir par 100 noirs. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, mes amis. Alors qu'ils auraient très bien pu prendre l'arme et lui régler son compte vite fait. Il en aurait tué 2 ou 3. Mais sur les 100 noirs, au moins 95 auraient vécu et auraient été affranchis. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Je vais poser une question que chacun réponde dans la foule. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Je vais poser une question dans la foule. Je vais dire, quel est le noir ici, homme ou femme, qu'ici les gouvernants blancs viennent le voir et lui disent, nous te donnons 100 millions d'euros pour aller tuer dans ton pays et être président. Quel est celui qui va dire non ici? C'est ça le problème. Parce que ces gouvernants blancs nous oppriment et nous assujettissent. Parce que nous, quelque part, nous acceptons. Il y a parmi nous des gens qui, on leur propose de l'argent comme Ouattara. On lui dit, on te donne 100 millions d'euros. Tu vas tuer tous les Ivoiriens et tu vas être président. Il accepte. Mais s'il n'y a pas de Ouattara parmi nous, l'homme blanc va se servir de qui? Le gouvernement blanc va se servir de qui pour nous opprimer? La seule stratégie à chaque fois, c'est celle-là. C'est de dire, toi, on va te donner 100 millions, on va tuer tes frères et tu vas être président. Tu dis oui, amen. C'est ce qu'est la vérité, mes amis. Et ça, là, c'est l'aliénation. On doit en sortir. Hein? Quand Harriet Tubman, cette femme aux États-Unis, qui a libéré les Noirs, cette femme qui était une sorte de Moïse pour le peuple noir aux États-Unis, quand Harriet Tubman agissait pour libérer les Noirs, c'est qui gênait le travail d'Harriet Tubman? Cette femme digne. Mais ce sont les Noirs eux-mêmes qui ont trahi Harriet Tubman. Ce sont les Noirs eux-mêmes qui ont vendu Harriet Tubman au maître esclavagiste pour dire non, nous allons te vendre. Et ça, c'est le problème de l'homme noir. C'est pourquoi dans les mouvements de résistance que nous menons ici, et je termine ma première allocution, après nous y reviendrons. C'est pourquoi dans les mouvements de résistance que nous menons ici, vous verrez des velléités s'exprimer. Vous verrez des gens, plutôt que d'agir pour la cause, vous verrez des gens agir pour leur ego, pour dire il faut me voir moi quand je parle. Je parle bien, je suis beau, je suis le plus fort, je suis le plus machin, alors que c'est même pas vrai. Voyez-vous? Donc plutôt que d'agir pour la cause, on se trahit les uns les autres. On s'accuse les uns les autres. C'est un problème ça pour l'homme noir. C'est pas comme ça qu'on va s'affranchir. Aussi longtemps que ça va perdurer, on sera esclave.
tout le temps. Et les gouvernements blancs seront nos maîtres, seront nos seigneurs, tout le temps, que vous le vouliez ou pas. Merci. Merci quand même. On applaudit très fort. S'il vous plaît, on applaudit très fort. Pendant 1 minute, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On applaudit pour Cédric, s'il vous plaît. S'il vous plaît, 1 minute, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour Cédric, ce grand panafricaniste. Oui, c'est ridicule. Oui, voilà. Voilà.